Bon, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais finalement, j'avais envie de vous dire quelques mots sur cette nouveauté actuellement en salle. Ça sera une vidéo relativement courte, mais quand même intéressante, du moins, je l'espère. Car tout de même, ce petit film signe le retour de James Wan à la réalisation de films d'horreur. Mais si, James Wan, vous savez, Monsieur Saw, Dead Silence, Insidious 1 et 2, Conjuring 1 et 2, rien que ça. Le monsieur a juste façonné directement ou indirectement le visage du blockbuster horrifique des années 2010 à aujourd'hui. Suite au succès de ses films d'épouvante, nombreux sont ceux qui se sont mis à imiter son style, à mettre en place des cahiers des charges ayant pour but de proposer des œuvres dans la lignée des siennes. Que ce soit ses propres poulains, à qui il confie les différents projets du Conjuring Cinematic Universe, construits autour de ses Conjuring, les productions Blumhouse un petit peu bancales auxquelles nous avons droit plusieurs fois par an, ou divers autres films d'épouvante occidentaux qui atterrissent dans nos salles de cinéma, nombreux sont les propositions de type train fantôme qui cherchent à rappeler le style de Wan et qui sont souvent de qualité très discutable. Pour autant, si Wan continue à produire des films d'horreur afin de remplir son portefeuille, en tant que réalisateur, il avait quelque peu quitté cet univers pour celui des blockbusters fun, voire stupidement fun, et certains craignaient même carrément de ne plus voir à l'avenir de réalisation horrifique de sa part. Donc, voyons ensemble si son dernier long métrage est dans la lignée de ses films d'épouvante. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Malignant. Le 24 décembre 2019, Wan annonce qu'il va réaliser un nouveau film d'horreur intitulé Malignant, ce qui provoqua l'excitation de ses fans. Par la suite, il ne donnera que très peu d'informations sur ce mystérieux projet, et il le fera surtout juste pour tuer dans l'œuf certaines fausses rumeurs qui prirent de l'ampleur sur le net. Non, ce projet n'est pas une adaptation de son propre comic book Malignant Man, n'est pas un film de super-héros et est un film original. Son scénario, écrit par Akela Cooper, est basé sur ce qu'était à l'origine une idée de la comédienne Ingrid Bisu, proche de James Wan et qui joue par exemple dans La Nonne ou Conjuring 3, et à laquelle Wan a intégré certaines de ses propres références. Ainsi, il semble à ce moment-là que le film s'éloigne de l'épouvante classique à laquelle le cinéaste nous avait beaucoup habitués jusqu'ici pour se diriger vers quelque chose de nouveau dans son cinéma, et les mots thriller horrifique et surtout giallo apparaissent dans certaines interviews pour notre plus grand plaisir. Mais voilà, l'épidémie que nous ne connaissons que trop bien survient en pleine production du projet, et ce qui apparaissait au départ comme un élément perturbateur des plus enquiquinants, a finalement été utilisé par Wan pour travailler plus longuement sur Malignant. À la base, ça ne devait être qu'un petit thriller entre deux plus gros projets, mais vu qu'il s'est retrouvé un petit peu bloqué, il a utilisé le temps qui était à sa disposition pour faire de ce film une œuvre un petit peu plus ambitieuse. Et finalement, alors que sa sortie initiale était fixée à août 2020, ce n'est qu'en septembre 2021 que nous avons enfin eu la chance de le voir. Après une introduction dans un hôpital plutôt flippant et mystérieux, Malignant nous fait suivre Madison, une jeune femme qui, lors d'une nuit pour le moins mouvementée, voit son mari violent se faire assassiner de façon extrêmement brutale avant d'elle-même se faire agresser assez violemment pour perdre le bébé qu'elle portait alors. À partir de ce sinistre événement, elle se mettra à avoir des visions dans lesquelles elle assiste à d'horribles meurtres commis par son agresseur. Et alors que la police enquête sur ces crimes terribles, il paraît de plus en plus clair que cette série d'actes ignobles a un lien avec le passé obscur de Madison, enfoui dans un coin de sa mémoire. Le pitch de base n'était pas particulièrement palpitant à mes yeux, même si les bandes annonces, parfois beaucoup trop longues, semblaient indiquer que le mystère derrière ce synopsis était tout de même un petit peu plus intéressant que ce qu'il laissait croire. Du coup, perso, j'y suis allé par curiosité, pour voir ce que Wan avait à nous proposer d'autre que son Conjuring Universe, vérifier si vraiment c'était si différent et si rafraîchissant qu'annoncé. Et d'une certaine façon, oui, ça l'est. La première partie du film est relativement ennuyeuse. Pour le coup, moi qui disais en intro que Wan avait indirectement inspiré une grande partie du catalogue de Blumhouse, ici il semblait lui-même se plier à ce fameux cahier des charges copié-collé de ses propres œuvres. Peut-être une façon de boucler une boucle si on veut le voir de façon romantique, mais la réalité, c'est que cette partie est assez décevante. C'est du thriller horrifique convenu, aux ficelles grosses comme une maison, vue et revue. On y retrouve quand même la maîtrise du jumpscare de Wan, ou plutôt sa façon de jouer avec l'attente du jumpscare du spectateur pour créer de la tension, avec de longues scènes lors desquelles
le fameux jumpscare en question se fait attendre pour parfois même ne jamais arriver, ce qui est souvent plus efficace. Néanmoins, on n'y retrouve pas du grand James Wan et souvent ce seront malgré tout des scènes assez moyennes auxquelles nous assisterons dans cette première partie avec une utilisation du son, par exemple, vraiment décevante pour un film de Wan. La petite note qui vient appuyer l'entrée dans le plan d'un élément effrayant par exemple, ou globalement une musique parfois un petit peu envahissante et pas toujours très à propos, censée souligner l'aspect dramatique des scènes et qui ne fait que les rendre encore plus clichés. Dans cette partie du film, on est quand même très proche de la qualité d'un téléfilm, du point de vue de la narration ou de la mise en scène, c'est dire. Pourtant, c'est une composition de Joseph Bichara, l'éternel compère de James Wan, mais ils ne signent pas forcément leur meilleure collaboration à milieu de celle d'un Insidious par exemple. Et en dehors des scènes de tension, qui se veulent un tant soit peu effrayantes, on suit donc l'enquête de la police en parallèle à celle de Madison et de sa sœur, qui cherchent à comprendre ce qui arrive. Et bien sûr, on comprend peu à peu que ce n'est pas une affaire de meurtre en série habituelle et qu'il y a quelque chose de très étrange là-dessous. Ce sera d'ailleurs plus ou moins la seule utilité des flics qui ont très peu d'impact sur l'intrigue en définitive. Bref, c'est un petit peu méchant, mais cette première partie fait donc presque téléfilm, vaguement horrifique, et c'était assez poussif quand même. Heureusement, il y a la deuxième partie lors de laquelle l'enquête arrive à terme et où le poteau rose est découvert. Et ici, je vais un petit peu spoiler, voire beaucoup spoiler. Donc, si ça t'ennuie, voici un timecode que tu peux rejoindre pour éviter toute révélation impromptue. Mais c'est ici que se trouve selon moi tout l'intérêt du film. Comme ça, tu sais. Bref, c'est parti. Alors, révélation. En fait, le meurtrier n'est autre que le frère jumeau parasite de Madison, avec qui elle partageait son corps lorsqu'elle était enfant, avant qu'on ne le retire car il était trop malfaisant et mettait la santé de sa sœur en danger. Seulement, il était trop risqué pour Madison de retirer la partie de leur cerveau qu'ils avaient en commun, donc une partie de lui était enfouie quelque part dans sa boîte crânienne. Et à cause de son mari violent qui la battait, Madison fut blessée à la tête, ce qui réveilla Gabriel, son frère qu'elle avait tout fait pour oublier. Et donc, par moment, ce cher Gabriel prend le contrôle du corps de sa sœur depuis l'arrière de son crâne pour aller violemment assassiner le personnel de l'hôpital qui a tenté d'éliminer lorsqu'ils étaient enfants, et qui, comme vous l'aurez compris, était la clinique de l'introduction. Bref, ce n'est pas spécialement ça le coup de génie, mais plutôt ce que James Wan en fait. Lorsque Gabriel prend le contrôle du corps de sa sœur, celle-ci se met alors à se déplacer à l'envers, si j'ose dire, et exécute tous ses mouvements de façon inversée. Bah oui, Gabriel se trouve à l'arrière du crâne de Madison, qui devient alors en quelque sorte son visage. Du coup, chacun de ces déplacements paraît vraiment étrange à l'œil, puisque toutes les articulations de ses membres sont inversées, et pourtant, il se bat comme un ninja, et notre regard n'a pas l'habitude de tels mouvements, à tel point qu'on ne comprend pas forcément tout de suite ce qui cloche. Du coup, ce monstre, car c'en est bien un, est juste totalement génial. Son visage est une espèce d'amas de chair au sein duquel on croit percevoir un regard furieux qui apparaît au milieu du crâne de Madison lorsqu'il en prend le contrôle, mais du coup, ce n'est qu'une petite parcelle de chair difforme au milieu de la chevelure de sa sœur, ce qui contribue également à lui donner une apparence très particulière qu'on ne saisit pas forcément immédiatement. Rajoutons à cela le long manteau qu'il met pour dissimuler le visage de sa sœur, et nous sommes en présence d'un authentique super vilain, et plutôt effrayant qui plus est. Mais le top du top dans le film, c'est évidemment cette scène de combat en plein commissariat dans lequel notre monstre élimine sans la moindre difficulté d'abord un groupe de prisonnières, puis la totalité des flics qui se mettront sur sa route, ce qui nous donne une séquence de combat complètement démente, dans laquelle le concept du personnage, aussi bizarre soit-il, est utilisé à 100%, ce qui nous donne quelque chose de visuellement fou, dérangeant et très bien pensé. Cette scène m'a d'ailleurs fait penser à celle de l'église dans le premier Kingsman, en plus gore, plus furieuse, mais peut-être un poil moins fun, qui serait couplée avec la scène du commissariat dans Terminator. I'll be back. Et à chaque fois que Gabriel apparaît à l'écran, le film prend tout son sens et c'est là que le spectateur commence à prendre son pied, car James Wan a donné vie à cette idée, ce concept complètement grotesque, saugrenu et ridicule, mais le fait de la façon la plus sérieuse possible, sans second degré ou la moindre ironie, assumant son parti pris jusqu'au bout, ce qui donne au film son côté totalement génial, en dépit, ou même peut-être grâce à sa débilité inouïe. D'une certaine façon, le film me fait penser à certains Wes Craven ou Tobe Hooper qui deviennent juste géniaux car ils arrivent à donner vie à des idées grotesques ou même nulles, et ça fait juste vraiment plaisir de voir James Wan se plier à ce genre d'exercice. En plus, il est vrai que le film a un petit côté de giallo qui fait plaisir et qui donne à la première partie, plus molle et moins intéressante, ses meilleurs moments. Mais surtout, on peut saisir quelques références à d'autres films, comme au légendaire L'Éventreur de New York de Lucio Fulci, avec son concept incroyablement taré du tueur à la voix de canard. Entre violence extrême et idées ridicules qui en devient dérangeante à force, nous avons des similitudes évidentes. Pronto. Hein?
Petite pensée également à Basket Case et à son concept de frères jumeaux mutants qui se vengent également des médecins qui l'ont détaché, ou encore au génialissime L'interrogatoire de Richard Budzjacki, désolé pour ma prononciation, le mythique téléfilm polonais duquel ce Malignant s'inspire énormément, de la mémoire perdue de son héroïne jusque dans ses posters publicitaires, ce qui montre que les références de ce cher James Wan sont aussi excellentes que variées et que ce nouveau film se veut d'une certaine façon être un hommage à cette folie horrifique qui a tendance à un petit peu disparaître aujourd'hui, en tout cas au sein des plus grosses productions, remplacées par une horreur plus sobre. Sinon, l'enquête en elle-même n'est pas particulièrement palpitante et de très, voire trop nombreux indices sont donnés aux spectateurs, à tel point que tout se laisse deviner assez longtemps à l'avance et gâche un tout petit peu l'incroyable révélation. On a le thème de Joseph Bishara qui ressemble à un remix de Where is My Man des Pixies, ce qui crée bien sûr une filiation avec Fight Club. Le côté schizophrénique des deux films n'en ressort que de façon plus évidente encore, avec toutes les conclusions que nous pouvons en tirer. Mention spéciale à cette fin particulièrement ridicule et kitsch, lors de laquelle Madison enferme Gabriel dans son esprit et que tout le monde est content et affiche un sourire niais avant que le générique de fin ne débute. Évidemment, tous ceux qui auront été un petit peu attentifs ne pourront que douter de l'authenticité de ce happy end, car rien n'indique que ce n'est pas Madison elle-même qui aurait été enfermée dans une hallucination créée par Gabriel, comme celui-ci le fait pendant tout le film, et ça expliquerait pourquoi cette fin est aussi niaise, aussi décalée par rapport au ton du reste du film. Puis, nous avons tout de même une sorte de réflexion sur l'identité, puisque finalement, le pauvre Gabriel est une victime en soi. Il n'a pas choisi d'être le jumeau parasite de Madison et aurait préféré avoir son propre corps et une identité distincte. Il a finalement autant le droit qu'elle d'avoir un corps, quand on y pense, et même si le film n'explore pas réellement cet angle, il est tout de même présent. Ensuite, nous avons aussi l'idée que la violence que subit Madison, tous ses malheurs, viennent des hommes, du début à la fin. Sa mère est violée alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente, puis tombe enceinte. C'est son mari violent qui la tape tellement fort que Gabriel se réveille. Et Gabriel lui-même, en quelque sorte son côté masculin, qui tue des gens en utilisant son corps, mais qui ne recherche que la reconnaissance des seules femmes de sa vie, sa sœur et sa mère. Il ne connaît aucun autre mode d'expression que la violence qu'il tient des autres protagonistes masculins. Tous les hommes du film sont donc violents d'une façon ou d'une autre, à part ce jeune flic beau gosse qui passe son temps à flirter avec les femmes qu'il croise et qui joue au héros pour, en grande partie, les impressionner. C'est une forme de violence et ça se retournera contre lui car le héros de Malignante ne peut être qu'une héroïne. Encore une fois, ce n'est pas un angle prédominant dans le film, mais je le trouvais assez intéressant pour le mentionner. En bref, quand on a dit tout ça, on a déjà presque tout dit, mais j'ai tout de même une conclusion qui résumera plus ou moins mon avis sur ce film, si jamais il t'intéresse. Malignante est donc aussi génial que ridicule, ridiculement génial, génialement ridicule, génial parce qu'il est ridicule. Ceux qui crient au nanar n'ont pas totalement tort, mais sont loin d'avoir complètement raison. Un nanar est un film qui devient génial tellement il est nul, car il en devient hilarant malgré lui. Malignante devient fun, parfois drôle, mais on ne se moque pas de lui. Son concept est juste si fou, si grotesque et est exploité tellement à fond qu'il en devient génial, excellent. Alors le film ne s'embarrasse pas de logique ou de cohérence. Certains se sont amusés à relever tous les points idiots du scénario ou toutes les incohérences ou autres points d'ombre, mais c'est une démarche en contradiction totale avec le film et ses intentions. Il ne s'embarrasse pas d'être crédible, il s'en fout, il se base sur un concept débile et y va à fond, quitte à laisser des spectateurs sur la touche. Ceux qui rentreront dans le délire et comprendront cette intention seront à fond dedans et comprendront le génie ridicule de l'œuvre qui rappelle la folie de certains films d'horreur des années 80. Au diable le pseudo-réalisme de ces films d'épouvante inspirés d'histoires vraies, et s'il vous plaît, plus de blockbusters horrifiques de ce genre qui décident de proposer quelque chose de différent et de s'éclater avec de vraies idées visuelles ou de mise en scène. Et ce, même si les acteurs ne sont pas très bons, que l'intrigue est bancale, que la première partie est molle, ce qui compte, c'est qu'à son point culminant, Malignante en devient furieux, déjanté, original, complètement génial, et que je vous le recommande. En plus, c'est très gore, donc que demande le peuple? Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.